Bonjour à toutes et à tous, je suis Clarisse Bergère, je suis développeuse full stack Ruby on Rails depuis 2018 et actuellement je travaille avec Squad Racer. Je vais aujourd'hui vous proposer un quickie sur une de mes quêtes professionnelles de ces derniers mois, voire années, à savoir pourquoi je pense que les devs sont aussi des pompiers. Je vais commencer par vous poser une question. Ici dans la salle, qui a déjà eu à régler un problème de prod ultra urgent, c'est super tendu, la terre s'effondre très très vite? Ok, oh waouh. Je vous l'accorde, dans nos métiers, la plupart d'entre nous, on ne sauve pas réellement des vies. Mais des fois, je trouve que dans l'état dans lequel on se met, personnellement ou en tant qu'équipe, j'en viens à me poser la question, est-ce qu'on a pris conscience qu'on ne sauvait pas réellement des vies? Et comme a dit un de mes anciens managers, c'est que des ordinateurs. Alors, ça c'est moi, incroyable. Depuis 2018, voire même avant, pendant mes stages, j'ai eu des périodes, des projets sur lesquels j'éteignais des incendies tous les jours. Des étincelles ou des gros incendies où vraiment la terre s'effondrait. Je pense que j'ai eu cette place au début parce que c'est des petits projets et du coup la personne qui s'en occupe est en vacances. Et ensuite parce que j'ai pris ce rôle de product engineer qu'on dit aujourd'hui. Donc en gros, entre la team dev et la team produit. Et donc, la première personne à qui la PM envoie un message, c'est moi. Et comme la Terre s'effondre, je veux aller très vite et je le fais moi-même. Qu'est-ce que c'est un incendie dans la tech? D'après moi en tout cas, c'est un problème technique ou fonctionnel qui affecte l'expérience utilisateur ou la sécurité de la plateforme. Concrètement, c'est un utilisateur qui va tweeter qu'il n'arrive pas à renouveler sa carte jeune périmée, ou alors la CEO qui envoie un mail à toute la société en disant que le process de paiement est down et que c'est notre seule priorité, qu'il faut tout mettre de côté. Ou encore, comme je disais tout à l'heure, un Slack de notre PM, ici Bobette pour l'exemple, qui dit il y a un gros problème sur la recherche, est-ce que tu peux regarder? Je vais garder cet exemple pour la suite, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, même si elle ne s'appelait pas Bobette, évidemment. C'est quoi l'impact d'avoir des incendies à répétition? Déjà, pour l'utilisateur, évidemment, il est frustré. Potentiellement, ses données vont leaker, quoi. Donc, il est en danger. Ensuite, on a le business. Évidemment, si l'utilisateur n'est pas content, si le process de paiement est down, le business ne va pas être content non plus. La team produit, qui a deux objectifs qui vont échouer. Le premier, c'est le bonheur de ses utilisateurs. Et le deuxième, c'est ses objectifs en termes de livraison. Si la team dev est sur des bugs H24, elle ne va pas faire les fonctionnalités attendues. Et finalement, ça c'est nous, la team tech, qui est en train d'essayer d'éteindre les feux au quotidien. En gros, nous tous. Concrètement, comment ça s'est déroulé pour moi dans un quotidien, dans une routine? Ça c'est moi, qui est en train de faire ma petite fonctionnalité, qui est évidemment à livrer à la fin du sprint. Donc, je suis en train de développer, je reçois un Slack de Bobette, ma PM, qui me dit il y a un problème sur la recherche, est-ce que tu peux regarder? Alerte générale. Donc moi, je lâche tout. Et je vais enquêter. Donc je vais enquêter. Évidemment, comme on fait tout très vite, il n'y a pas de log, il n'y a pas de dashboard Kibana ou quoi. Donc je suis comme ça. Je vais aller comprendre, je vais me dire oui, parce que j'ai l'habitude de le faire, comme c'est un quotidien. Et je vais me dire oui, alors on a livré la recherche, on a livré un nouveau tag il n'y a pas longtemps, sauf qu'en fait il est incompatible avec tel tag, donc ça fait une erreur 500. Je vais aller faire mon fixe rapidement. Je vais envoyer un petit message Slack à mes collègues en disant la Terre s'effondre, est-ce que vous pouvez faire la revue très vite? Eux, ils vont dire bon, Clarisse, elle est sur le projet depuis longtemps, la Terre s'effondre, c'est pas grave, on fait vite fait la revue et on livre. On n'a pas de test, évidemment, je fais le pire cas. Et on livre en croisant les doigts. Potentiellement, on revient à l'étape Clarisse en panique. Et dans tous les cas, à la fin, quand ça fonctionne, c'est moi. Voilà. C'est moi qui dis, voilà, j'ai éteint l'incendie, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, et il faut que je reprenne ma feature du début, que j'ai lâchée sans rien écrire, sans rien commit, je ne sais plus où j'en étais. Et ça, c'est un peu un cercle infernal. Dans ce quotidien, dans cette routine, j'ai quand même trouvé des points positifs. Le premier, c'est l'échange humain avec les utilisateurs et utilisatrices et la team produit. En fait, à traiter ces urgences au quotidien, j'ai créé un vrai lien avec eux et une vraie compréhension de comment eux voient le produit, de comment eux voient le dev. Et aussi, eux, ils se sont rendus compte que les devs, c'est aussi des humains. Et ça, on n'est pas juste des robots qui fixent des bugs. Et j'ai adoré ce lien-là. La deuxième bonne chose, c'est ce sentiment de satisfaction à la fin de la journée ou de la semaine en me disant ouais, la Terre s'est effondrée, mais j'ai sauvé le truc, quoi. Du coup, j'ai banalisé. C'était devenu normal.
et je me suis pas rendu compte qu'il y avait des impacts. Le premier, c'est est-ce qu'on a un bon produit? Est-ce que pour l'utilisateur, c'est vraiment un bon produit? Est-ce qu'il répond vraiment à ses besoins? Si on met des bouts de scotch partout, est-ce que vraiment, c'est pas juste plein de contournements? Un bon produit aussi technique. Comme je disais, à la force de mettre des bouts de scotch partout, est-ce que notre produit est maintenable? Est-ce qu'il n'est pas juste incompréhensible pour quelqu'un qui arriverait? Est-ce qu'il y a vraiment de la documentation? Je suis pas sûre. Si je suis pas là, est-ce que mes collègues, ou moi j'ai été la personne, quand l'autre personne n'est pas là, à reprendre le truc, c'est pas sympa. Si je suis pas là, est-ce que je vais accepter la pression que me mettent les PM parce qu'ils ont l'habitude que quand Clarisse elle est là, elle arrête tout et en 1h30 c'est bon? Est-ce qu'ils vont accepter de le faire? Est-ce qu'ils vont bien le vivre? Je pense pas non plus. Quand c'est plus grave, la team produit, elle est habituée à ce que dans la journée c'est réglé, on livre le soir et c'est bon, on fait une com demain matin. Mais si ça prend 2-3 jours, 2-3 semaines, comment est-ce qu'ils vont le gérer? Et finalement, ma santé mentale. À la force de faire ça, de plus lâcher mon téléphone le midi pour vérifier que j'ai pas un Slack, vérifier qu'il n'y a pas un mail de la CEO en PLS. À 18h, je me dis « Oh, je pars !» Oui, mais attends, j'attends 18h05 au cas où il y a un truc, comme ça on pourra livrer ce soir. Bah, en fait, je suis fatiguée. Alors, comment on en arrive là? C'est plein de facteurs qui font qu'on arrive dans cette boucle. Le premier, c'est des développements instables. Aller toujours plus vite, ne pas être à jour sur certaines choses et juste mettre des bouts de scotch. Pas de test, parce que ça prend du temps, il n'y a pas de valeur business. Puis, je suis la première à dire c'est un peu long à développer, quand on n'est pas habitué. Pas ou peu de logs et d'outils de surveillance, parce qu'il n'y a pas de valeur business. Pas de personne en charge de la prod, parce que si Clarisse elle est dessus, c'est inconsciemment en fait. Quelqu'un s'en occupe, pourquoi on le remettrait en question? Pas de process, parce que on ne s'est pas posé la question. Et une équipe à cran. C'est vraiment un cercle vicieux. Tous ces facteurs-là font qu'on en arrive à cette boucle. Alors comment l'éviter? Je vais vous proposer des solutions pour chaque partie pour essayer d'améliorer tout ce process. Déjà des meilleurs devs. Je ne parle pas de meilleures personnes évidemment, je parle de meilleurs développements. Comment? Avec des revues du pair programming. Par exemple, apprendre de nos pairs et apprendre ensemble et ne pas se relâcher sur certaines bonnes pratiques. Des formations. Les formations, c'est sous-coté, que ce soit des formations payantes, gratuites, en ligne, juste tenir à jour, de la formation. Laisser le temps. Je ne vais pas partir dans le débat du no estimate, même si c'est très très intéressant. On n'a que 20 minutes. Mais laisser le temps, quand on fait un poker planning et que les devs disent il faut 10 jours, et que la PM dit oui, mais si on enlève ce bouton, ça fait 5, non? Bah non. Éliminer la dette technique. La dette technique, il y a ce fameux syndrome qui dit que quand il y a un problème, on sait que c'est la dette technique, mais on va juste mettre un bout de scotch parce que c'est urgent. Et quand il n'y a plus de problème, je ne sais pas pourquoi on réglerait la dette technique s'il n'y a pas de problème. Mais je suis la première aussi, je ne dis pas que tout est la faute des PM, je suis la première à dire la dette technique, c'est un gros chantier, en soi ça marche. La réalité, c'est que non, en fait, ça participe à tout ce cercle vicieux. Et donc avec ça, on arrive à des développements beaucoup plus sécures. Des tests, comme je disais tout à l'heure, les tests, ce n'est pas un bonus, que ce soit des cahiers de tests, ou des tests automatisés pour le déploiement, peu importe. Le tout, c'est de les faire dès le début, dans l'idéal. Et si on arrive dans un projet et qu'il n'y a rien, mettons-nous debout et disons si on fait des tests, en fait, parce que ça va aider au développement, surtout quand on doit développer vite, et en plus à la livraison. Et donc avec ça, déjà, on arrive à un truc un peu moins cata, et je suis un peu moins au bout de ma vie à la fin. Ensuite, les logs, traces et les outils de surveillance pour détecter les bugs et pour comprendre d'où ils viennent. Il y a un de mes projets sur lesquels j'étais qui était hyper intéressant. En fait, on avait nos logs, on avait défini comment étaient nos logs, à quelle granularité, etc. Et donc ils étaient récupérés via Elasticsearch, et on avait des dashboards Kibana qu'on avait pris le temps de faire. Et ça clignotait en rouge s'il y avait trop de connexions échouées, c'était un outil interne, donc c'était un mauvais signe. S'il y avait trop de 500, etc. Et mine de rien, ça fait trop plaisir de se dire j'ai vu le bug avant que l'utilisateur se plaigne et ne puisse pas utiliser son outil, quoi. Donc pour détecter et aussi pour comprendre, je pense qu'on sait tous, quand on nous dit ça marche pas et qu'il n'y a pas de capture d'écran et qu'il n'y a pas de log et qu'on n'a pas l'heure, c'est trop chiant. Et donc avec des logs, moi je suis du parti de faire des logs hyper avec une granularité énorme. Et au moins on peut savoir d'où ça vient. Et là, pour enquêter, c'est beaucoup plus facile. Finalement, définir un ou une responsable de la prod.
Déjà pour alerter, qui va aller surveiller les dashboards, parce que si on en a mais que personne ne regarde, ça ne sert à rien. Si on fait des mailing lists via Sentry ou Firebase, peu importe, pour être alerté, mais que personne lit le mail parce que c'est une mailing list où il y a 25 personnes, eh ben on ne va pas le voir non plus. Mais aussi pour répartir la charge et les connaissances. Que ce soit dit, que ce soit telle personne, par exemple, qu'on change chaque jour, qu'on change chaque semaine, chaque sprint, peu importe. Mais au moins, on sait que cette semaine ou ce sprint, c'est moi qui m'occupe de la prod. Je ne vais pas prendre de fonctionnalités compliquées, très importantes. Et au moins, je sais qu'au sprint suivant, je serai tranquille et ma charge mentale n'en sera que meilleure. Mais aussi pour répartir les connaissances, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, même en tant que junior ou nouvel arrivant sur un projet, de s'occuper de ça, en fait, des incendies comme ça. On comprend beaucoup mieux comment fonctionne le projet, quels sont les points sensibles du projet, comment fonctionne tout le monde autour, et on crée du lien avec la team produit et la team des utilisateurs. Donc avec ça, on enlève ce truc de Clarisse qui a fond dans sa fonctionnalité, qui doit tout arracher, arrêter ou arracher, peu importe. Et du coup, on arrive à quelqu'un qui a ce chapeau, je sais que je m'occupe de la prod, et ça va mieux. Mais des process, que ce soit différencier les niveaux de sévérité. Est-ce que c'est vraiment juste un petit problème? Est-ce que c'est la catastrophe? Est-ce que la Terre s'effondre vraiment? Dans quel cas est-ce qu'on doit créer des communications différentes? Quelle part d'utilisateur est touchée? Et du coup, dans quel cas, ou même dans tous, peu importe, mais mettre ce process de faire une réflexion commune avec la team produit, avec les devs, enquêtons ensemble, réglons le problème ensemble, faisons du pair programming, faire des process autour de ça et pas juste dire « on le fait parce qu'on a le temps ». En vrai, on n'a pas le temps. Et ensuite, faire des post-mortem. Donc ça, c'est vraiment le après l'incendie, concrètement. Je ne vais pas vous en parler longuement parce qu'il y a Julien Aurin qui a fait une conférence au Brestcamp sur l'importance des post-mortem. C'est sur YouTube, je vous intéresse à aller la voir. Et donc, il explique beaucoup mieux tout ça. Mais globalement, c'est un process après l'incendie pour comprendre ce qu'on a bien fait ou mal fait pendant l'extinction de cet incendie, quoi. Voilà. Et donc, avec des process, au moins, on sait où on va. On sait que ça va arriver, mais on sait où on va. Et on ajoute une réflexion commune au moment de débugger et de régler le problème. Ensuite, une équipe entourée, avec des one-and-one. J'adore les rétrospectives, je suis pour. Mais je pense que les one-and-one individuels, c'est hyper intéressant et hyper important pour savoir comment se sentent individuellement les membres de l'équipe, comprendre si là c'est trop. Et bien si c'est trop pour toi aujourd'hui, et bien on trouverait quelqu'un d'autre pour être responsable de la prod. Et puis prévenir en vrai les burn-out, parce qu'on parle aussi de ça quand on parle de devs qui sont des pompiers. Et aussi la cohésion d'équipe. Pour moi, c'est hyper important d'avoir ce sentiment de fraternité, sororité dans une équipe, notamment via les revues, le pair programming, tout ça. Donc là, une équipe qui est au taquet. Et avec tout ça, en fait, à la fin, j'ai éteint mon incendie. Et en fait, je suis OK. Alors, avec tous ces outils de meilleurs dev, de tests, de log, de surveillance de log, de responsable de la prod, de process et d'équipe, on a toujours des incendies, hein, c'est OK. Mais déjà beaucoup moins en équipe et on est outillé pour ça. Donc, on les vit beaucoup mieux. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous exposer mon retour d'expérience. Ce retour d'expérience, je sais que c'est pas facile à mettre en place partout, ça dépend des projets et tout ça. Néanmoins, je pense que c'est aussi notre rôle de se protéger nous-mêmes. Je parle de charge mentale et tout, quoi. Et donc de le faire, de montrer à notre équipe que c'est important. En préparant ce quickie, j'ai échangé avec des connaissances et j'ai entendu parler de ce livre Elastic Leadership de Roy Oshrove, notamment du 4e chapitre. Je ne l'ai pas lu parce que j'ai entendu parler la semaine dernière, littéralement. Mais le 4e chapitre parle du survival mode. Concrètement, c'est une étape où en fait, on se dit qu'on n'a plus le temps d'apprendre et qu'on se convainc nous-mêmes que en fait, c'est la seule solution et qu'on est dans ce cycle infini où c'est la seule solution d'éteindre ce feu en permanence. J'ai hâte de récupérer ce livre et de le lire. Je vous invite toutes et tous à le lire si ça vous intéresse. Donc voilà, moi je suis ici pour vous expliquer ce que moi j'en ressors. Maintenant, je suis hyper curieuse de savoir, vous, quels outils est-ce que vous avez pu mettre en place, tester, ne pas aimer? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez vécu tout ça? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Dans tous les cas, je vous laisse le QR code pour donner votre avis. Et j'ai mis mon LinkedIn juste en bas. C'est Clarisse Berger. Voilà, n'hésitez pas.
D'abord, merci beaucoup, c'était génial. Je me retrouve dans beaucoup de choses que tu racontes. Je pense qu'on a toutes et tous été une fois les pompiers dans sa mission et c'est pas terrible. Et je voulais te demander si tu avais réussi à dire... j'ai lu un article un peu psychologique qui disait qu'il y a des personnes avec un caractère taker et giver. Donc, il y a des fois tes collègues qui est des takers et bien te demander « tu sais qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends pas, tu peux m'aider? J'ai besoin d'aide. » Et des givers, oui, bien sûr, je vais t'expliquer. Et du coup, parfois, il faut le dire, non, va chercher par toi-même. Ça a l'air un peu dur, mais lorsqu'on a mis en place de la documentation, des process, de la formation, c'est normal. Oui. Est-ce que tu as arrivé à dire ce genre de formulation? Non, j'ai pas le temps, il y a des outils, j'aimerais t'aider, mais va chercher par toi-même. Ah oui, un petit peu. Du coup... Pardon. Du coup, oui, ça m'est arrivé en fait régulièrement aussi de par ma formation où on nous invite à faire beaucoup comme ça. Et en fait, la façon dont je procède, c'est de dire est-ce que tu as regardé là-bas? Par exemple, est-ce que tu as regardé dans les logs? Est-ce que tu as vu l'alerte mail? J'en sais rien. Est-ce que tu as cherché de ce côté-là? Et donc la personne prend la piste en fait et va remonter le fil comme ça. C'est comme ça que j'ai pu faire. Merci. Merci beaucoup pour ta présentation. Je m'y retrouve aussi et je sais que dans l'équipe, ce qui est assez compliqué, c'est d'avoir de la régularité. Parce qu'après un gros incident, on est hyper motivé, on suit à fond et puis après, ça diminue un peu. Et je sais que nous, on se pose souvent la question. On avait mis en place des mini-rétros le soir où on échangeait sur nos pratiques de la journée pour justement éviter de tomber dans le premier mois, ça va bien, le deuxième, un peu moins, et après, bon, c'est l'été. Bon. Je grossis un peu le trait, mais en tout cas, voilà, la notion de continuité et du coup aussi de faire évoluer en fonction de nos pratiques, parce qu'au début, les mails, on les regardait, après, on est passé sur Slack. Enfin, voilà, je me retrouvais pas mal là-dedans. Merci. Merci. Dans cette notion j'allais presque dire de discipline, même sur les tests, sur les logs, etc., moi, j'ai pu compter sur des profils dans mon équipe qui sont assez... j'allais dire maniaque, j'exagère peut-être un peu, mais moi la première, des fois, j'ai pas fait le test en fait, et je pousse comme ça, et voilà, parce que j'aime pas trop les tests, j'avoue. Et en fait, j'ai un collègue, il me dit bah non, en fait, c'est juste non. Tant pis pour toi, t'as qu'à faire ton test, et voilà. Et j'aime bien compter sur ce type de profil-là aussi pour ça. Je sais que nous, on fait tout en TDD, et pareil, du coup, moi, ça force à le faire d'entrée. Mais il y a un talk sur le TDD, je crois que c'était en même temps que celui-là, mais il y avait un talk sur le TDD. Merci pour le talk. J'avais une question aussi sur le fait, est-ce que tu ne penses pas que ça vient parfois aussi du manque de compétences techniques du pilotage? Souvent, en fait, si je prends l'exemple de la voiture, si on a un voyant sur le tableau de bord qui indique qu'on a plus assez d'huile moteur, donc un petit voyant jaune, tout le monde va savoir qu'il faut vite s'arrêter, sinon le moteur risque de casser. Et bien, quand c'est la même chose côté prod, notamment avec des indicateurs de type des techniques croissantes et puis des outils d'analyse comme Sonar ou autres qui nous mettent un peu les voyants rouges, couverture de test faible, et bien, si on le signale parfois aux équipes de pilotage, on va nous dire c'est pas grave, priorité à la feature. Jusqu'au moment où ça ne va plus, et là on va revenir sur des métriques. Donc moi je pense aussi que, en plus de tout ce que tu as proposé, qui est super intéressant, c'est aussi de former davantage de pilotage à la technique pour que maintenant, quand on voit sur le dashboard de la voiture un voyant orange, eh bien, on agit plus vite, quoi. On prend en considération ce que disent les techniques sur la rigueur un peu chiante des pull requests avec du sonar qui tourne et une validation de la pull request avec un bulle sonar, avec une couverture de test optimale, etc., quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Alors après, c'est difficile à mettre en place en permanence, mais je sais que nous, ce qu'on a pu faire sur un des projets, c'est notamment une de nos product owners qui était hyper curieuse. Et donc, en fait, dès qu'on avait un souci, on lui expliquait techniquement ce qui se passait, bon, vulgarisant un petit peu quand même. Et en fait, au début, elle ne comprenait rien à ce qu'on disait. Et au fur et à mesure, elle a compris. À la fin, elle utilisait, alors qu'elle partait de zéro en tech, elle utilisait Postman et tout ça. Elle nous parlait technique
presque comme quelqu'un de junior, quoi. Et elle a beaucoup mieux compris nos problématiques. Mais encore faut-il avoir quelqu'un qui soit curieux. Pardon si je monopolise, vous me dites, hein, pour de vrai. En fait, je sais qu'on se plaigne, je suis technique, et on se plaigne que les PO et les gens qui dirigent ne parlent pas technique. Mais je pense qu'eux aussi, ils ont leur partie à dire, parce que des fois, les techniques, on ne sait pas parler métier. Et on ne se rend pas compte peut-être que s'il y a la décision de livrer un peu plus tôt, sans moins de features ou un peu un risque, c'est qu'il y a des raisons business super importantes. Et du coup, c'est simplement pour dire, faut qu'on apprenne à parler la langue intermédiaire et un peu la langue de l'autre. C'est tout. Ouais, j'avais un de mes anciens managers qui m'avait dit on a chacun la vue de sa fenêtre. Et c'est hyper vrai dans ce genre d'exemple, en fait. Parce que ma PO, elle a la vue business et moi, la vue technique. Mais faut voir les nuances au milieu, c'est sûr. Non, si c'est bon, merci beaucoup. Bonne journée.